Donc, je vais vous présenter maintenant mes travaux de thèse sur la synthèse d'observateurs à horizon glissant pour l'estimation distribuée sous contrainte appliquée au sein d'un réseau de capteurs bas coût. Donc, cette thèse, je l'effectue en effet en collaboration entre le laboratoire des signaux et systèmes Centrale Supélec, avec ma directrice de thèse Christina Stojka, qui est ici présente, et également avec l'ONERA, avec Sylvain Bertrand des TIS Sapia. Il y a également une collaboration avec l'Université de Séville, et cette thèse est cofinancée 50% l'ONERA et 50% par l'Agence Innovation Défense. Voilà, donc pour ce qui est du plan de cette présentation, je vais commencer par vous présenter un peu le contexte de mes travaux de thèse et vous introduire certains éléments élémentaires, certaines bases scientifiques pour comprendre mes travaux. Ensuite, je vais vous présenter les grands enjeux liés à ma thèse. Puis, je vais vous présenter mes travaux et enfin finir par des conclusions et des perspectives par rapport à cette thèse. Voilà, alors tout d'abord, un élément fondamental dans mes travaux, ça va être la notion d'estimateur d'état. Donc un estimateur d'état, c'est un algorithme qui va se baser sur la commande et sur des mesures issues de capteurs afin de déterminer l'état réel d'un système dynamique qui peut être caché. Donc quand on se place dans des systèmes multicapteurs, on va avoir différents types de schémas d'implémentation possibles pour ces estimateurs d'état, notamment deux types principaux. Tout d'abord, l'estimation centralisée. Donc, dans l'estimation centralisée, on va avoir un nœud de calcul principal qui va collecter toutes les mesures issues des capteurs et également la commande du système afin de déterminer un état estimé du système le plus précis possible. Mais moi, dans ma thèse, je vais plutôt m'intéresser à un deuxième type de schéma d'implémentation, l'estimation d'état distribué. Donc, dans l'estimation d'état distribué, on va allier en fait à chaque capteur un nœud de calcul. Ce nœud de calcul va récupérer donc les mesures issues de ce capteur, la commande du système, et également il peut y avoir des phases de communication entre les différents nœuds de calcul afin de s'échanger plus d'informations pour pouvoir estimer de manière locale l'état du système. Donc chaque nœud de calcul va avoir un estimé différent. Donc comme je l'ai dit, il va y avoir ces étapes de partage d'informations qui vont se faire en général dans un voisinage proche. Donc par rapport à l'estimation centralisée, on va avoir besoin de moins de portée de communication. Donc ces fusions d'informations peuvent se faire aussi par des étapes de consensus pour avoir des états estimés qui soient égaux. Et donc, dans les autres avantages de l'estimation distribuée sur l'estimation centralisée, ça va être qu'on va apporter plus d'autonomie à chaque unité de calcul, à chaque nœud de calcul, et on va aussi pouvoir étendre l'estimation à des systèmes multicapteurs plus grands, vu qu'en fait, on va partager la charge de calcul entre chaque nœud de calcul, et donc il va y avoir une diminution de la charge de calcul par rapport à l'estimation centralisée. Et on peut retrouver ce type de schéma d'implémentation dans des applications telles que les missions de surveillance ou de suivi par des réseaux de capteurs ou la localisation multivéhiculaire. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter l'estimateur principal privilégié dans mes travaux de thèse, donc l'estimation à horizon glissant. Je vais abrévier MHE pour Moving Horizon Estimation en anglais. Donc c'est un type d'estimateur d'état qui est dit optimal, qui est le dual de la commande prédictive MPC qui est peut-être plus connu. Donc, qui dit estimateur d'état optimal dit qu'on va minimiser une fonction de coût. On va déterminer l'état en minimisant une fonction de coût qui va impliquer un modèle de connaissance de la dynamique du système et une séquence finie de mesures du passé. Donc ici, je vous montre le problème d'optimisation. Je rentrerai un peu dans le détail un peu plus tard, mais on voit que déjà on a une fonction de coût à minimiser. Avec certaines contraintes, avec l'équation 2, les contraintes que ce soit sur l'état, sur les mesures ou sur les commandes. La fonction de coût classique qu'on utilise pour le MHE, ça va être une fonction de coût quadratique, avec une première partie avec la différence entre la mesure réelle et les mesures estimées, et une autre partie qui va prendre en compte de potentielles perturbations par rapport ou incertitudes par rapport aux connaissances du modèle. Et tout ça sommé sur la taille de l'horizon d'estimation, qui est sur la figure 5. Voilà. Donc dans les intérêts de cette méthode d'estimation distribuée par rapport à d'autres méthodes classiques telles que le filtre de Kalman distribué ou filtre étendu de Kalman distribué, ça va être qu'on va pouvoir prendre en compte des contraintes et des non-linéarités directement dans la formulation, comme on l'a vu, du problème d'optimisation.
Et on va avoir aussi en général une meilleure précision de l'estimation en cas de forte non-linéarité et en cas d'erreur d'estimation initiale importante. Par contre, ça vient avec un inconvénient majeur qui est le temps de calcul important, qui va être dû à la résolution en ligne du problème d'optimisation, qui va être d'autant plus complexe, enfin, ce temps de calcul va être d'autant plus important que le problème d'optimisation va être complexe avec des fortes non-linéarités ou des contraintes qui ne sont pas convexes, et aussi la taille de la fenêtre d'estimation qui est considérée. Également, pour construire nos estimateurs d'état, on doit faire un certain nombre d'hypothèses de modélisation sur notamment les bruits, que ce soit le bruit sur les mesures ou le bruit sur le processus ou les perturbations qui peuvent être prises en compte. Donc typiquement, on va modéliser ces bruits de mesures et de processus par des variables aléatoires gaussiennes avec une certaine moyenne nulle en général et une certaine covariance, comme vous pouvez le voir figure 6. Petite illustration. Cependant, les propriétés statistiques réelles de ces bruits ne sont en général pas connues avec précision et donc on va avoir cette modélisation incertaine qui va pouvoir générer des dégradations par rapport aux performances de ces estimateurs d'état. Et donc, dans le cadre de ma thèse, on a identifié deux enjeux principaux. Tout d'abord, le fait de développer des approches d'estimateurs distribués à horizon glissant DMHE à coût de calcul réduit et qu'on voudrait implémenter sur des processeurs à bas coût et capable de gérer des contraintes et des non-linéarités. Et deuxièmement, ce qu'on aimerait faire aussi, c'est proposer des techniques d'estimation robustes par rapport à des incertitudes distributionnelles et également, on verra après, par rapport à des mesures aberrantes. Donc je vais revenir sur l'estimation à horizon glissant distribué. Dans nos travaux, on a commencé par étendre en fait une méthode dite de préestimation qui avait été introduite antérieurement par un ancien doctorant d'ailleurs de Christina et Sylvain. On a étendu donc cette méthode d'estimation à des systèmes à la dynamique et aux mesures non linéaires en utilisant un filtre de Kalman étendu. Donc là, on revient sur le problème d'optimisation du DMHE standard. Donc on va considérer voilà, un système, un modèle dynamique avec l'équation 1, avec une équation de mesure 2, avec potentiellement un bruit VK et WK qui peut correspondre à un bruit de processus aussi ou à des perturbations sur le modèle dynamique. Et donc si on revient au problème d'optimisation, si on analyse les variables d'optimisation, on va avoir d'abord X chapeau qui va être en T-N, qui va être l'état à l'instant initial de la fenêtre d'estimation. Puis ensuite, on va avoir W chapeau qui va être la perturbation estimée en fait sur tout l'horizon de prédiction. Et on voit qu'avec cette perturbation estimée, on peut reconstituer l'état estimé du système sur toute la fenêtre d'estimation. Et donc ça, c'est pour le problème d'optimisation du DMHE standard. On va voir maintenant la différence avec le problème d'optimisation du DMHE avec préestimation basé sur un filtre étendu de Kalman. Donc on voit que déjà en termes de nombre de variables d'optimisation, cette fois on va avoir que l'état à l'instant initial de la fenêtre d'estimation. Et on voit que par rapport à la contrainte d'égalité qu'on avait plus tôt, qui était juste une copie de la dynamique avec la perturbation estimée, là on va avoir également la copie de la dynamique et un terme de correction en fait. Et, donc cette égalité correspond à l'équation d'un filtre étendu de Kalman. Et donc là, je ne vais pas avoir le temps de vous montrer un peu toutes les courbes qu'on a pu obtenir en simulation, mais donc on a réussi à montrer que, donc, évidemment, on a moins de variables d'optimisation et on a réussi à montrer en simulation qu'on avait bien une réduction du temps de calcul, ce qui était attendu par rapport au DMHE standard, et qu'on a réussi quand même à conserver la précision une précision d'estimation qui était comparable à celle obtenue par le DMHE standard. Voilà, donc là je vais vous présenter rapidement quelques applications sur lesquelles on a pu implémenter nos algorithmes en simulation. Tout d'abord une application à la localisation coopérative pour une flotte de drones, et ensuite une application à l'estimation d'état d'un véhicule cible non coopératif par un réseau de capteurs hétérogènes. Et voilà pour ce véhicule qui évoluait dans un périmètre assez bien délimité comme une route. Donc pour ces applications, par simplicité, on a commencé par
faire l'hypothèse de système linéaire à temps invariant pour la dynamique. Et par contre, pour les mesures, on a considéré ici des non-linéarités plus ou moins fortes, avec notamment distance entre les agents, norme de la vitesse, et distance et orientation. On a aussi considéré des contraintes, que ce soit dans le problème d'optimisation, des contraintes sur l'état, sur les commandes, également des limitations de portée de communication pour l'estimation distribuée, donc avec des communications seulement avec un voisinage proche. Également des commandes inconnues dans le cas du véhicule non coopératif. Et donc voilà, là je ne vais pas pouvoir vous montrer plus de graphiques, mais si vous êtes intéressé par voir nos résultats de manière plus spécifique, donc ça a donné lieu à une publication dans ICSTCC, une conférence, et un chapitre de livre Springer, qui je vous montrerai à la fin. Du coup, pour venir cette fois au deuxième enjeu de cette thèse, c'est-à-dire la robustesse par rapport aux incertitudes distributionnelles, donc on a d'abord fait un choix pour représenter ces incertitudes distributionnelles. On a fait le choix d'utiliser la notion d'ambiguity set. Donc qu'est-ce qu'un ambiguity set? Un ambiguity set, c'est un ensemble de distributions de probabilités. On peut voir ça un peu en simplifiant, voir ça comme une boule dans l'espace des distributions de probabilités qui va contenir toutes les distributions de probabilités qui sont proches d'une certaine distribution nominale ou distribution centrale, ici appelée Q sigma C, et cela proche par rapport à une certaine distance ou métrique de probabilité donnée. Donc on peut considérer différentes métriques de probabilité. On verra après laquelle on a choisi pour nos travaux. Donc l'ambiguity set, on a l'équation set qui représente du coup ce qu'est un ambiguity set avec différents éléments importants qui le caractérisent. Tout d'abord la distance, comme j'ai dit, la distance entre cette distribution centrale et une autre distribution. Ensuite, on a également donc la distance GD. On a également l'ensemble P qui va être l'ensemble de départ de distributions de probabilité. Ça peut être typiquement toutes les distributions gaussiennes ou toutes des distributions uniformes sur un certain espace, en certaines dimensions. Et on va avoir enfin alpha, qui va être un paramètre primordial, un scalaire positif, qui va être le rayon de l'ambiguity set. Et il va correspondre au niveau d'incertitude qu'on a sur la véritable distribution qui est sur laquelle, qu'on ne connaît pas précisément. Et par rapport à la distance, bon, il y a différentes manières de caractériser, il y a différentes distances entre les probabilités qui existent, mais juste pour vous donner une petite intuition de à quoi correspond cette distance, en fait, elle va correspondre un peu à la disparité qu'il y a entre deux distributions de probabilité. Comme vous pouvez voir, figure 10, donc on se demande comment on peut passer d'une distribution à une autre en déplaçant les distributions comme si c'était des distributions de masse qu'on pouvait déplacer. Donc nous, par rapport à cette distance, on a choisi la distance de Galbridge pour plusieurs raisons, mais notamment pour la simplicité de son écriture, comme vous pouvez le voir avec l'équation 8. Et donc on a mené des études théoriques en fait, sur les propriétés des ambiguity sets basées sur cette distance, sur la distance de Galbridge, notamment en lien avec le coefficient de corrélation de Pearson. Et donc on a pu calculer notamment la distance minimale à une corrélation nulle et les variations de ce coefficient de corrélation de Pearson au sein d'un ambiguity set en fonction du rayon de celui-ci. Donc là, je ne peux pas aller vraiment dans le détail pour vous expliquer, mais cette étude a été intéressante parce que le coefficient de corrélation de Pearson, il est lié dans des problèmes d'estimation linéaire, il est lié à des bornes inférieures que peut atteindre la variance d'un estimateur linéaire. Donc voilà, ça donne certaines informations sur la meilleure précision qu'on peut atteindre ces études du coefficient de corrélation de Pearson. Ensuite, ce qu'on a fait plus récemment, ça a été de développer un estimateur qui soit robuste à des mesures aberrantes. Donc des mesures aberrantes, ça peut être des mesures des dysfonctionnements, ça peut être lié à des dysfonctionnements de capteurs, ou ça peut être aussi lié à de l'injection de données vérolées, donc à de la cybersécurité aussi un peu. Et donc on a développé cette estimation robuste à des mesures aberrantes, également en présence d'incertitudes distributionnelles sur les bruits de mesure et de processus, en considérant donc ces incertitudes contenues dans des ambiguity sets de Galbridge. Et donc ces travaux, finalement, ça
on a, pour réaliser ces travaux, on a adapté un filtre de Kalman et on a ajouté un test statistique du Ki2 pour permettre de détecter et de rejeter ces mesures aberrantes, outliers. Et donc après, dans le cadre de ces travaux, on a étudié l'histogramme un peu des distributions d'erreurs quadratiques moyennes de l'estimation qui étaient obtenues avec notre méthode, et on a pu trouver des résultats assez intéressants en termes de précision notamment et de diminution de la variance des erreurs quadratiques moyennes obtenues avec nos estimateurs en présence d'outliers et d'incertitudes distributionnelles. Voilà. Donc pour conclure, dans le cadre de mes travaux de thèse, par rapport au premier objectif, on a pu développer des algorithmes distribués d'estimation à horizon glissant avec préestimation fondée sur le fil de Kalman étendu. Et on a pu appliquer ces algorithmes à des problèmes de localisation coopératifs et non coopératifs avec des mesures non linéaires. Et par rapport au deuxième objectif, qui est d'étudier la robustesse par rapport à des incertitudes distributionnelles, on a pu établir des expressions théoriques analytiques de la distance minimale de Galbraith nécessaire pour atteindre la non-corrélation entre deux variables scalaires aléatoires. On a également pu évaluer la dégradation du coefficient de corrélation de Pearson au sein d'un ambiguïté set de Galbraith. Et on a pu aussi étudier la robustesse de l'estimation à des mesures aberrantes en présence également d'incertitudes distributionnelles. Voilà, et dans les perspectives et les travaux en cours de finalisation, on aimerait pouvoir prendre en compte du coup, ces incertitudes distributionnelles et pouvoir rejeter des mesures aberrantes dans nos estimateurs à horizon glissant, parce que pour l'instant on l'avait fait seulement dans un cas linéaire avec un filtre de Kalman. Et on aimerait aussi réaliser des implémentations plus avancées, donc ça c'est déjà en cours, notamment avec Ross et Gazebo, de nos algorithmes DMHE avec préestimation EKF, et mettre en œuvre même expérimentalement aussi les différentes simulations qu'on a pu faire plus tôt. Et pour aller au-delà de cette thèse, ça pourrait être intéressant aussi de s'intéresser à la résilience de nos algorithmes de DMHE, à des cyberattaques sur réseaux de communication, ou également dans tout ce qui est limitation des échanges d'informations, des communications entre les différents nœuds de calcul et capteurs, et la détection et fusion de données lorsqu'il y a des données corrompues. Voilà, donc je vais vous laisser avec mes publications. Et voilà, merci de votre attention, et si vous avez des questions, n'hésitez pas.